Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, c'est avec Benjamin Constant que nous allons partir en vadrouille. En effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture d'Adolphe. Alors Adolphe, c'est un petit roman qui nous raconte les premiers émois amoureux d'un jeune homme face à une Polonaise qui s'appelle Éléonore et qui est déjà engagée auprès d'un homme. Elle est effectivement la maîtresse du comte de P. Et ils s'aiment terriblement. Adolphe a demandé à son père de pouvoir rester 6 mois encore dans la même ville qu'Éléonore pour pouvoir la voir. Son père lui accorde ce délai, suite à quoi finalement il se dit que il ne sait pas si c'est véritablement une bonne idée et qu'il préfère peut-être partir. Il pense que c'est un peu reculer pour mieux sauter, quoi. Je ne fais que du mal à Éléonore. Mon sentiment tel qu'il est ne peut la satisfaire. Je me sacrifie pour elle sans fruit pour son bonheur. Et moi, je vis ici sans utilité, sans indépendance, n'ayant pas un instant de libre, ne pouvant respirer une heure en paix. J'entrai chez Éléonore tout occupée de ses réflexions. Je la trouvais seule. Je reste encore 6 mois, lui dis-je. Vous m'annoncez cette nouvelle bien sèchement. C'est que je crains beaucoup, je l'avoue, les conséquences de ce retard pour l'un et pour l'autre. Mais il me semble que pour vous, du moins, elle ne saurait être bien fâcheuse. Vous savez fort bien, Éléonore, que ce n'est jamais de moi que je m'occupe le plus. Ce n'est guère non plus du bonheur des autres. La conversation avait pris une direction orageuse. Éléonore était blessée de mes regrets dans une circonstance où elle croyait que je devais partager sa joie. Je l'étais du triomphe qu'elle avait remporté sur mes résolutions précédentes. La scène devint violente. Nous éclatâmes en reproches mutuels. Éléonore m'accusa de l'avoir trompée, de n'avoir eu pour elle qu'un goût passager, d'avoir aliéné d'elle l'affection du comte, de l'avoir remise aux yeux du public, dans la situation équivoque dont elle avait cherché toute sa vie à sortir. Je m'irritais de voir qu'elle tourna contre moi ce que je n'avais fait que par obéissance pour elle et par crainte de l'affliger. Je me plaignis de ma vie contrainte, de ma jeunesse consumée dans l'inaction, du despotisme qu'elle exerçait sur toutes mes démarches. En parlant ainsi, je vis tout à coup son visage couvert de pleurs. Je m'arrêtai, je revins sur mes pas, je désavouai, j'expliquai. Nous nous embrassâmes. Mais un premier coup était porté, une première barrière était franchie. Nous avions prononcé tous deux les mots irréparables. Nous pouvions nous taire, mais non les oublier. Il y a des choses qu'on est longtemps sans se dire, mais quand une fois elles sont dites, on ne cesse jamais de les répéter. Nous vécûmes ainsi 4 mois dans des rapports forcés, quelquefois doux, jamais complètement libres, y rencontrant encore du plaisir, mais n'y trouvant plus de charme. Éléonore, cependant, ne se détachait pas de moi. Après nos querelles les plus vives, elle était aussi empressée à me revoir. Elle fixait aussi soigneusement l'heure de nos entrevues que si notre union eût été la plus paisible et la plus tendre. J'ai souvent pensé que ma conduite même contribuait à entretenir Éléonore dans cette disposition. Si je l'avais aimée comme elle m'aimait, elle aurait eu plus de calme. Elle aurait réfléchi de son côté sur les dangers qu'elle bravait. Mais toute prudence lui était odieuse, parce que la prudence venait de moi. Elle ne calculait point ses sacrifices parce qu'elle était tout occupée à me les faire accepter. Elle n'avait pas le temps de se refroidir à mon égard parce que tout son temps et toutes ses forces étaient employées à me conserver. L'époque fixée de nouveau pour mon départ approchait.
Et j'éprouvais, en y pensant, un mélange de plaisir et de regret, semblable à ce que ressent un homme qui doit acheter une guérison certaine par une opération douloureuse. Un matin, Éléonore m'écrivit de passer chez elle à l'instant. Le comte, me dit-elle, me défend de vous recevoir. Je ne veux point obéir à cet ordre tyrannique. J'ai suivi cet homme dans la proscription. J'ai sauvé sa fortune. Je l'ai servi dans tous ses intérêts. Il peut se passer de moi maintenant. Moi, je ne puis me passer de vous. On devine facilement quelles furent mes instances pour la détourner d'un projet que je ne concevais pas. Je lui parlais de l'opinion publique. Cette opinion, me répondit-elle, n'a jamais été juste pour moi. J'ai rempli pendant 10 ans mes devoirs mieux qu'aucune femme, et cette opinion ne m'en a pas moins repoussé du rang que je méritais. Je lui rappelais ses enfants. Mes enfants sont ceux de Monsieur de P. Il les a reconnus, il en aura soin. Ils seront trop heureux d'oublier une mère dont ils n'ont à partager que la honte. Je redoublais mes prières. Écoutez, me dit-elle, si je romps avec le comte, refuserez-vous de me voir? Le refuserez-vous? Reprit-elle en saisissant mon bras avec une violence qui me fit frémir. Non, assurément, lui répondis-je. Et plus vous serez malheureuse, plus je vous serai dévouée. Mais considérez... Tout est considéré, interrompit-elle. Il va rentrer, retirez-vous maintenant. Ne revenez plus ici. Je passais le reste de la journée dans une angoisse inexprimable. 2 jours s'écoulèrent sans que j'entendisse parler d'Éléonore. Je souffrais d'ignorer son sort. Je souffrais même de ne pas la voir. Et j'étais étonnée de la peine que cette privation me causait. Je désirais cependant qu'elle eût renoncé à la résolution que je craignais tant pour elle, et je commençai à m'en flatter. Lorsqu'une femme me remit un billet par lequel Éléonore me priait d'aller la voir dans telle rue, dans telle maison au 3e étage. J'y courus, espérant encore que, ne pouvant me recevoir chez Monsieur de P, elle avait voulu m'entretenir ailleurs une dernière fois. Je la trouvai faisant les apprêts d'un établissement durable. Elle vint à moi, d'un air à la fois content et timide, cherchant à lire dans mes yeux mon impression. « Tout est rompu, me dit-elle. Je suis parfaitement libre. J'ai, de ma fortune particulière, 75 louis de rente, c'est assez pour moi. Vous restez encore ici 6 semaines. Quand vous partirez, je pourrai peut-être me rapprocher de vous. Vous reviendrez peut-être me voir. » Et comme si elle eût redouté une réponse, elle entra dans une foule de détails relatifs à ses projets. Elle chercha de 1000 manières à me persuader qu'elle serait heureuse, qu'elle ne m'avait rien sacrifié, que le parti qu'elle avait pris lui convenait, indépendamment de moi. Et il était visible qu'elle se faisait un grand effort et qu'elle ne croyait qu'à moitié ce qu'elle me disait. Elle s'étourdissait de ses paroles, de peur d'entendre les miennes. Elle prolongeait son discours avec activité pour retarder le moment où mes objections la replongeraient dans le désespoir. Je ne pus trouver dans mon cœur de lui en faire aucune. J'acceptai son sacrifice, je l'en remerciai. Je lui dis que j'en étais heureux. Je lui dis bien plus encore, je l'assurai que j'avais toujours désiré qu'une détermination irréparable me fît un devoir de ne jamais la quitter. J'attribuais mes indécisions à un sentiment de délicatesse qui me défendait de consentir à ce qui bouleversait sa situation. Je n'eus en un mot d'autre pensée que de chasser loin d'elle toute peine, toute crainte, tout regret, toute incertitude sur mon sentiment. Pendant que je lui parlais,
Je n'envisageais rien au-delà de ce but. Et j'étais sincère dans mes promesses. Chapitre 5. La séparation d'Elénor et du comte de P produisit dans le public un effet qu'il n'était pas difficile de prévoir. Elénor perdit en un instant le fruit de 10 années de dévouement et de constance. On la confondit avec toutes les femmes de sa classe qui se livrent sans scrupule à 1000 inclinations successives. L'abandon de ses enfants la fit regarder comme une mère dénaturée. Et les femmes d'une réputation irréprochable répétèrent avec satisfaction que l'oubli de la vertu la plus essentielle à leur sexe s'étendait bientôt sur toutes les autres. En même temps, on la plaignit, pour ne pas perdre le plaisir de me blâmer. On vit dans ma conduite celle d'un séducteur, d'un ingrat, qui avait violé l'hospitalité et sacrifié pour contenter une fantaisie momentanée le repos de 2 personnes dont il aurait dû respecter l'une et ménager l'autre. Quelques amis de mon père m'adressèrent des représentations sérieuses. D'autres, moins libres avec moi, me firent sentir leur désapprobation par des insinuations détournées. Les jeunes gens, au contraire, se montrèrent enchantés de l'adresse avec laquelle j'avais supplanté le comte. Et par 1000 plaisanteries que je voulais en vain réprimer, ils me félicitèrent de ma conquête et me promirent de m'imiter. Je ne saurais peindre ce que j'eus à souffrir et de cette censure sévère et de ces honteux éloges. Je suis convaincue que si j'avais eu de l'amour pour Elénor, j'aurais ramené l'opinion sur elle et sur moi. Telle est la force d'un sentiment vrai, que lorsqu'il parle, les interprétations fausses et les convenances factices se taisent. Mais je n'étais qu'un homme faible, reconnaissant et dominé. Je n'étais soutenue par aucune impulsion qui partit du cœur. Je m'exprimais donc avec embarras. Je tâchais de finir la conversation et si elle se prolongeait, je la terminais par quelques mots âpres qui annonçaient aux autres que j'étais prêt à leur chercher querelle. En effet, j'aurais beaucoup mieux aimé me battre avec eux que leur répondre. Elénor ne tarda pas à s'apercevoir que l'opinion s'élevait contre elle. 2 parentes de M. de P, qui l'avaient forcé par son ascendant à se lier avec elle, mirent le plus grand éclat dans leur rupture. Heureuses de se livrer à leur malveillance longtemps contenue, à l'abri des principes austères de la morale, les hommes continuèrent à voir Elénor. Mais il s'introduisit dans leur ton quelque chose d'une familiarité qui annonçait qu'elle n'était plus appuyée par un protecteur puissant ni justifiée par une union presque consacrée. Les uns venaient chez elle parce que, disait-il, ils l'avaient connue de tout temps, les autres parce qu'elle était belle encore et que sa légèreté récente leur avait rendu des prétentions qu'ils ne cherchaient pas à lui déguiser. Chacun motivait sa liaison avec elle. C'est-à-dire que chacun pensait que cette liaison avait besoin d'excuses. Ainsi, la malheureuse Elénor se voyait tomber pour jamais dans l'état dont toute sa vie elle avait voulu sortir. Tout contribuait à froisser son âme et à blesser sa fierté. Elle envisageait l'abandon des uns comme une preuve de mépris, l'assiduité des autres comme l'indice de quelque espérance insultante. Elle souffrait de la solitude, elle rougissait de la société. Ah, sans doute, j'aurais dû la consoler. J'aurais dû la serrer contre mon cœur, lui dire « Vivons l'un pour l'autre. Oublions les hommes qui nous méconnaissent. Soyons heureux de notre seule estime et de notre seul amour. » Je l'essayais aussi. Mais que peu pour ranimer un sentiment qui s'éteint, une résolution prise par devoir. Elénor et moi, nous dissimulions l'un avec Maud. Elénor et moi, nous dissimulions l'un avec l'autre. Elle n'osait me confier ses peines, résultat d'un sacrifice qu'elle savait bien que je ne lui avais pas demandé. J'avais accepté ce sacrifice, je n'osais me plaindre d'un malheur que j'avais prévu et que je n'avais pas eu la force de prévenir. Nous nous taisions donc sur la pensée unique qui nous occupait constamment.
Nous nous prodiguions des caresses, nous parlions d'amour. Mais nous parlions d'amour de peur de nous parler d'autre chose. Dès qu'il existe un secret entre deux cœurs qui s'aiment, dès que l'un d'eux a pu se résoudre à cacher à l'autre une seule idée, le charme est rompu, le bonheur est détruit. L'emportement, l'injustice, la distraction même se réparent. Mais la dissimulation jette dans l'amour un élément étranger qui le dénature et le flétrit à ses propres yeux. Par une inconséquence bizarre, tandis que je repoussais avec l'indignation la plus violente la moindre insinuation contre Elénor, je contribuais moi-même à lui faire tort dans mes conversations générales. Je m'étais soumis à ses volontés, mais j'avais pris en horreur l'empire des femmes. Je ne cessais de déclamer contre leur faiblesse, leur exigence, le despotisme de leur douleur. J'affichais les principes les plus durs. Et ce même homme qui ne résistait pas à une larme, qui cédait à la tristesse muette qui était poursuivie dans l'absence par l'image de la souffrance qu'il avait causée, se montrait dans tous les discours méprisant et impitoyable. Tous mes éloges directs en faveur d'Elénor ne détruisaient pas l'impression que produisaient des propos semblables. On me haïssait, on la plaignait, mais on ne l'estimait pas. On s'en prenait à elle de n'avoir pas inspiré à son amant plus de considération pour son sexe et plus de respect pour les liens du cœur. Un homme qui venait habituellement chez Elénor et qui, depuis sa rupture avec le comte de P, lui avait témoigné la passion la plus vive, l'ayant forcé par ses persécutions indiscrètes à ne plus le recevoir, se permit contre elle des railleries outrageantes qu'il me parut impossible de souffrir. Nous nous battîmes. Je le blessai dangereusement, je fus blessée moi-même. Je ne puis décrire le mélange de trouble, de terreur, de reconnaissance et d'amour qui se peignit sur les traits d'Elénor lorsqu'elle me revit après cet événement. Elle s'établit chez moi malgré mes prières. Elle ne me quitta pas un seul instant jusqu'à ma convalescence. Elle me lisait pendant le jour, elle me veillait durant la plus grande partie des nuits. Elle observait mes moindres mouvements, elle prévenait chacun de mes désirs. Son ingénieuse bonté multipliait ses facultés et doublait ses forces. Elle m'assurait sans cesse qu'elle ne m'aurait pas survécu. J'étais pénétrée d'affection, j'étais déchirée de remords. J'aurais voulu trouver en moi de quoi récompenser un attachement si constant et si tendre. J'appelais à mon aide les souvenirs, l'imagination, la raison même, le sentiment du devoir est fort inutile. La difficulté de la situation, la certitude d'un avenir qui devait nous séparer, peut-être je ne sais quelle révolte contre un lien qui m'était impossible de briser, me dévorait intérieurement. Je me reprochais l'ingratitude que je m'efforçais de lui cacher. Je m'affligeais quand elle paraissait douter d'un amour qui lui était si nécessaire. Je ne m'affligeais pas moins quand elle semblait y croire. Je la sentais meilleure que moi. Je me méprisais d'être indigne d'elle. C'est un affreux malheur de n'être pas aimé quand on aime. Mais c'en est un bien grand d'être aimé avec passion quand on n'aime plus. Cette vie que je venais d'exposer pour Elénor, je l'aurais 1000 fois donnée pour qu'elle fût heureuse sans moi. Voilà, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter sur le désamour d'Adolphe pour Elénor. Je suis ravie de vous avoir conté cette histoire. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de prochaines aventures littéraires. Passez une excellente journée si vous vous réveillez, une très bonne nuit si vous vous couchez. Salut!